Bonjour, nous sommes le samedi 27 février 2021. Et aujourd'hui, je ne vais pas parler de l'actualité, à moins que ça me traverse l'esprit en cours de route. Je voudrais vous parler une actualité personnelle, de choses sur lesquelles je travaille. Et si vous suivez mon blog, vous avez peut-être vu que au mois de janvier et au mois de février, j'étais moins présent. Et c'est pas parce que je me reposais, c'est au contraire parce que je travaillais un peu davantage. Je me remettais sur des problèmes on pourrait appeler de mathématiques pures. Et c'est pas moi qui y avait pensé. C'est une mathématicienne qui m'avait écrit il y a un an, en janvier 2020. Et elle m'avait écrit, écoutez, vous avez écrit ceci, et je vais vous dire ce que c'était. Et j'ai l'impression que vous pourriez m'aider sur un problème, m'aider sur un problème où je travaille déjà, sur lequel je travaille déjà depuis une dizaine d'années, en collaboration avec d'autres. C'est la conjecture qu'on appelle P et NP. Alors on met un égal entre P et NP, ou bien on met VS pour versus, vis-à-vis de, contre P, contre NP, vis-à-vis de NP, etc. Et c'est un problème dont je ne vais même pas vous dire de quoi ça parle, sauf de manière tout à fait elliptique. Euh, et pourquoi je ne vais pas vous dire de quoi ça parle? C'est parce que, à mon sens, la solution du problème est liée au fait qu'il a été très très mal posé au départ. Peut-être pas par la personne, Monsieur Hilbert, qui a posé le problème tout à fait au départ, mais aussitôt qu'on s'est engagé dans des tentatives de solution, euh, on a parlé, ça a été une cacophonie, les gens ont parlé de choses différentes. On a introduit des notions comme l'intuition pourrait nous aider ici ou là. On a parlé d'un oracle qui connaîtrait la solution de certains problèmes et on a mis cet oracle à l'intérieur de certaines démonstrations sous prétexte de calculer un degré de solvabilité, des choses de cet ordre-là. Et ça me passionne, ça me passionne. Le problème au départ, c'était la raison pour laquelle cette mathématicienne est entrée en contact avec moi, c'est parce que j'avais écrit quelque chose sur le blog il y a longtemps. C'était à l'époque de mon voyage en Chine. C'était en Chine même que j'avais écrit ça. C'était J'avais parlé d'un paradoxe fameux dans la logique ancienne, antique chinoise. Un cheval blanc n'est pas un cheval, c'est un paradoxe du philosophe, linguiste, philologue, je ne sais pas comment il faudrait l'appeler, Kung Sung Lun, disons logicien ou philosophe. Et bien entendu, c'était un paradoxe, mais il explique pourquoi on pourrait penser qu'un cheval blanc n'est pas un cheval. En deux mots, parce que c'est plus qu'un cheval, parce que c'est particularisé, parce que quand on dit en chinois cheval, c'est comme si on disait en français du cheval, et que parler d'un cheval particulier, c'est tout à fait autre chose, et ainsi de suite. Il y a des tas de raisons pour lesquelles, bien entendu, un chinois dans la rue, à l'époque de Kunzumlung, savait qu'un cheval blanc était un cheval, mais de la même manière que les philosophes grecs soulevaient des paradoxes à l'intérieur même de la logique spontanée grecque, comme Épiménide qui dit que les Crétois sont des menteurs, or il est crétois lui-même, etc. Quel statut faut-il attribuer à ce qu'il vient de dire, et ainsi de suite. Dans la langue chinoise, dans le contexte chinois, d'autres types de paradoxes étaient produits. Et c'est une chose à laquelle j'avais déjà réfléchi. J'en avais parlé dans mon livre qui s'appelait Principes des systèmes intelligents en 1989, quand je décrivais le projet de logiciel d'intelligence artificielle que j'avais produit pour British Telecom, et je reparlais de ça en 2009 dans Comment la vérité et la réalité furent inventées. Et donc, ce que j'ai dit à cette personne qui m'a aimable, qui m'abordait en janvier 21, je ne peux pas, je suis débordé, je vous reviens dès que possible. Et je ne lui, on a échangé entre-temps, voilà, sur des questions diverses. Euh, j'ai publié en particulier au moment de la mort d'un de ses collaborateurs, j'ai publié le texte de ce philosophe chinois. Euh,
sur le blog, et il y a eu une discussion à ce propos-là. Mais je gardais en mémoire l'idée que je recontacterais cette personne quand j'aurai le temps. Et c'est durant les vacances de Noël, les dernières, que j'ai renvoyé un message à cette personne, je ne sais pas, vers le 27 décembre, quelque chose comme ça, en disant écoutez, maintenant je suis disponible, on peut y aller. Et depuis ce jour-là, on turbine sur cette question. De son côté, voilà, il y a 10 ans qu'elle travaille dessus. C'est un truc à s'arracher les cheveux, enfin dans l'état où c'est maintenant. Dès que j'ai commencé à débroussailler un petit peu ça, j'ai pensé à la réflexion du philosophe des sciences Paul Feyerabend, qui dit qu'on résout un problème en général en revenant à la bifurcation. Qu'est-ce qui veut dire? C'est que quand un problème devient insoluble, c'est en fait parce qu'on est sur une voie de garage. On est parti dans une impasse et il faut revenir à la fourche dans la route, à la fourche où on a pris la mauvaise voie. Voilà. C'est pas évident. Il faut d'abord trouver où il y avait une fourche. Il faut trouver la bonne. S'il y en a plusieurs, il faut trouver la bonne fourche, le bon endroit où ça a dérapé et auquel il faut revenir d'abord avant de résoudre le problème. Quitte à montrer que le problème n'a jamais eu lieu, qu'il était mal formulé dès le départ, etc. Et qu'est-ce qui me permet d'avancer assez vite? C'est parce que j'ai déjà des notes considérables sur ce type de sujet, pas exactement sur celui-là, mais sur ce type de sujet, que j'ai tous les bouquins qu'il faut. Quand on a commencé à discuter, elle m'a dit bah, il y a beaucoup d'informations ici et là, etc. Et à l'exception d'un livre que je viens d'acheter, qui est un livre qui a paru récemment, qui est très bien fait, c'est l'ensemble de tous les articles écrits par Turing, par Alan Turing, qui joue un rôle essentiel dans ce problème P et NP, par deux interventions qu'il a faites. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, à part ça, j'avais tous les bouquins qu'il fallait, que j'avais abondamment annotés, donc il y a moyen d'aller assez rapidement. Pourquoi j'avais déjà plein de notes? Pourquoi j'avais déjà les bouquins nécessaires? C'est parce que dans ce livre de 2009 qui s'appelle Comment la vérité et la réalité furent inventées, je m'intéresse, je décompose, j'analyse pas à pas la démonstration par Gödel de son deuxième théorème d'incomplétude, celui consacré à l'incomplétude de l'arithmétique. Et voilà, j'ai une démonstration, j'ai une décomposition là de la démonstration. Quel est l'outil que j'utilise essentiellement? D'abord, j'utilise deux types d'informations. Celles qui me sont venues de deux de mes professeurs. Chaim Perelman, logicien à Bruxelles, mon professeur de philosophie, était un critique de la démonstration de Gödel. Il lui reprochait des incohérences. Et par ailleurs, un autre de mes professeurs, Georges Théodule Guilbeault, en mathématiques, là, qui était mon professeur à l'école pratique des hautes études, en mathématiques sociales, comme on appelait ça, lui aussi avait été très critique de la démonstration de Gödel, dans un autre domaine, dans le domaine des mathématiques plutôt que et en particulier les fonctions, à propos des fonctions récursives, plutôt que dans le domaine de la logique comme Perelman. Donc j'avais un excellent point de départ pour reprendre cette critique du théorème de Gödel à partir de là où mes maîtres l'avaient laissé. Par ailleurs, j'avais fréquenté à Cambridge au séminaire pas d'anthropologie, justement, celui d'histoire et de philosophie des sciences. J'avais fréquenté Braithwaite, et Braithwaite avait fait un très très bon petit livre d'introduction à la démonstration par Gödel de son théorème, une explication de texte. Et par ailleurs est disponible, surtout sur tout ce qui s'est passé autour de ce théorème, un excellent livre de Jean Ladrière consacré, c'est que des formules du début à la fin, mais c'est consacré à tout ce qu'on a dit, de ce que c'est ce théorème de Gödel, des équivalences de cette démonstration chez d'autres mathématiciens comme Church ou Kleene.
Et puis toutes les objections qui ont été faites. Et voilà, donc avec ce matériau-là, tout ce que je viens de dire, il était possible pour moi de me colter à cette démonstration du théorème de Gödel. Il y a un peu une histoire sur ce texte que j'ai produit. Je l'ai produit, enfin mon commentaire, je l'ai produit à la fin des années 90, ça devait être à l'époque où j'étais invité à l'Université de Californie à Irvine, j'avais un peu de temps à moi, et j'ai écrit ça à ce moment-là, donc on est en 80-97. Ça a été accepté par la revue L'Homme, où je publiais énormément d'articles. Revue L'Homme, bon, fondée par Hautelicourt, Lévi-Strauss, Benveniste, j'oublie encore quelques autres participants à cette entreprise. Et comme à l'habitude, la revue avait accepté mon texte et il n'a jamais paru. Et j'ai jamais connu l'explication. À mon avis, euh, comme ça pouvait apparaître comme une attaque en règle contre les mathématiciens, je crois qu'ils ont eu cold feet, comme on dit en anglais. On a eu peut-être un peu la pétoche de se dire, là, on cherche la bagarre d'une manière où on n'est peut-être pas préparé à la réaction possible. Et le fait est que j'ai discuté de cette démonstration à l'époque. J'ai en particulier été invité par Jean Lassègue à l'École normale supérieure, où j'ai eu l'occasion de défendre ma thèse devant, par exemple, Giuseppe Longo. Donc, des mathématiciens se sont penchés sur ce que j'ai dit. Et on est resté sur un match nul. Certains disaient on réfute ce que vous dites, et puis moi je ne voyais pas la réfutation, je voyais une sorte de malentendu, et on en est resté là. Là, on était donc, je dirais, effectivement, autour de l'an 2000, autour de 2000. Je suppose que c'est autour de 99 ou 2000 que j'ai proposé mon texte à la revue L'Homme. Et bon, on en est resté là. C'était pas publié, pas publié dans L'Homme. Et je l'ai intégré après, en 2009, quand j'ai fait ce livre sur la vérité et la réalité. J'ai ajouté une grande troisième partie sur l'histoire des mathématiques, et sur ma thèse en particulier, sur le fait que les mathématiques se construisent essentiellement comme une sorte de physique en réalité, avec l'exemple tout à fait flagrant de la création du calcul infinitésimal par Leibniz et Newton et quelques autres, où, comme l'évêque philosophe Berkeley l'avait bien souligné, on sacrifie volontiers les mathématiques pour ne pas tomber sur des résultats contradictoires par rapport à l'observation physique. C'est-à-dire que c'est la physique en fait qui détermine ce qui va être considéré comme de bonnes mathématiques. C'est un élément central dans l'explication que je donne dans cette troisième partie de ce livre. Alors, où est-ce que nous en sommes? Nous en sommes à chercher les bifurcations. Il y a plusieurs bifurcations auxquelles il faut revenir. D'abord, c'est la première formulation du problème. Ensuite, deux articles très importants justement d'Alan Turing, un de 1936 et un de 1954, l'intervention d'un certain Cook avec un théorème de Cook. Il y a des endroits auxquels il faut revenir. Et qu'est-ce qu'on découvre là? On découvre essentiellement que ce qui est présenté comme des preuves ne sont pas des preuves. On présente des voies de garage comme étant des démonstrations. Je découvre, comme dans la démonstration du théorème de Gödel, des choses de qualité extrêmement différentes. Et ma grille d'interprétation, la grille d'interprétation que je fais pour dire que ceci est bien, ceci est mal, etc., c'est pas, je le sors pas je le sors pas de ma propre tête. Je prends le système d'Aristote, c'est-à-dire je prends l'échelle
qu'Aristote a produite sur la qualité d'un argument dans une démonstration. Tout ça se trouve déjà, c'est pas très connu. On trouve ça peut-être dans l'ouvrage de Octave Hamelin, c'est quoi, 1905, un truc comme ça. Sinon, il faut lire l'Organon, il faut le lire d'un bout à l'autre, comme je l'ai fait, l'Organon d'Aristote, c'est-à-dire un ensemble d'écrits consacrés à ce qu'on appelle aujourd'hui la logique, mais aussi la linguistique, la pragmatique, la sémantique, etc. Et on trouve tout ça il y a une boîte à outils là chez Aristote en disant ça c'est un mode de preuve convaincant, ça non. Ceci on peut l'utiliser dans l'analytique, c'est-à-dire dans la démonstration de type mathématique. Cet autre type d'argument, on peut l'utiliser dans la conversation courante ou peut-être même dans ce qu'il appelle la dialectique, c'est-à-dire la conviction au niveau des tribunaux ou des assemblées populaires, on dirait à l'Assemblée nationale, et des choses de cet ordre-là. Il y a une très très bonne évaluation. Et parmi toutes ces recherches qui ont été faites par les Turing, les Klein, les Gödel, les Church, il y a dans leur démonstration, il y a des choses qui sont du niveau de la démonstration convaincante, mais il y a aussi pas mal de choses qui sont au niveau de choses qu'il faudrait mettre simplement à la poubelle. Beaucoup d'utilisation de paradoxes qui en fait ne sont pas des paradoxes, qui sont simplement le fait qu'on a dérapé dans le tournant et en fait on est dans le décor et on dit ça prouve rien du tout, ça prouve que vous ne savez pas conduire, ça prouve absolument rien par rapport à ça. Utilisation systématique de la preuve par l'absurde qui comme Aristote l'avait déjà mis en évidence, c'est pas une véritable preuve parce que on est dans un syllogisme. Vous savez, dans un syllogisme, on a une prémisse, une proposition dont on a déterminé par ailleurs, je n'entre pas dans les détails, qu'elle était vraie, une autre seconde, il y a un terme moyen entre les deux et on tire une conclusion. Et Aristote avait montré, à propos de la preuve par l'absurde, que c'est pas du tout ça, on est tout à fait autre chose. On prend un syllogisme, et à la place d'une des prémisses, on met une proposition avec laquelle on vient, qui est une hypothèse. Bon. Et on regarde la tête que fait le syllogisme avec cette proposition. Et si le syllogisme n'a pas l'air de tenir debout avec cette prémisse, qui est en fait une hypothèse qu'on vient d'amener, on remplace cette prémisse, si ça n'a pas l'air s'il y a quelque chose qui ne cloche pas, on la remplace par sa contradictoire. On la remplace par son contraire. Et là, Aristote l'avait déjà montré, qu'est-ce que c'est que le contraire de quelque chose comme Hegel le disait, le contraire d'une licorne verte, c'est un hippopotame vert, ou bien c'est un hippopotame rouge, ou c'est... Bon, on peut faire une liste invraisemblable de choses qui sont le contraire de quelque chose. On ne peut pas dire qu'on a trouvé la seule chose, le vrai contradictoire par rapport à ce qu'on était en train de faire. Or, dans ces démonstrations qui sont donc ces démonstrations sur l'incomplétude de certaines choses, sur les limitations des langages formels, on trouve des paradoxes qui sont, à mon sens, simplement le fait qu'on a quitté la route et l'utilisation de cette preuve par l'absurde dont je viens de rappeler que selon Aristote, et je suis tout à fait d'accord avec lui, que ça devrait pas, ça peut apparaître dans la rhétorique, dans la conversation tous les jours, on peut l'utiliser, pourquoi pas, devant les tribunaux et devant les assemblées du peuple, mais ça n'a rien à faire, dans une démonstration mathématique. Et là, on rejoint la préoccupation de Hilbert qui a proposé toutes ces conjectures au départ, d'essayer d'éliminer l'intuition des mathématiciens, qu'on travaille dans un cadre précis, qu'on connaisse les règles du jeu, du système formel dont on parle, et que si on fait une réflexion de type méta, comme de la métalogique ou des métamathématiques, que là aussi on ait des rambardes, que ce soit pas n'importe quoi, que ça flotte pas dans toutes les directions. Et donc j'ai le sentiment que sur ce P et NP, je peux faire le même type de boulot, et c'est ça que je fais depuis 2 mois, que j'ai fait sur la démonstration du théorème de Gödel. Alors, ça m'occupe beaucoup, mais ça me fait très plaisir. Dès que j'ai une minute, je travaille là-dessus. Pourquoi ? Essentiellement parce que
parce que j'ai fait ma carrière, je dirais, entre 87 et 2009. J'ai fait ce qui a été ma carrière, ce qui a été mon gagne-pain, ça a été d'écrire des programmes et en général écrire des programmes informatiques sur des questions qui n'avaient jamais été traitées de manière informatique. Donc voilà, souvent c'était des casse-têtes, il fallait assembler des morceaux qui venaient d'ici et là, essayer de trouver des compatibilités entre les trucs donc on n'avait jamais essayé de mettre ensemble et ainsi de suite. Et j'aimais bien, hein, c'était l'activité artistique que je faisais, c'était de résoudre des problèmes de ce type-là. Et puis en 2009, bon, vous le savez, je me retrouve sur le pavé parce que j'avais prévu une crise qui a eu lieu effectivement. Je me suis retrouvé au cœur de cette crise et puis bon, c'était terminé. Mais j'ai tout de suite rebondi, si on veut, en répondant à l'appel du monde à l'extérieur, que je commente ça, que je montre ce que j'avais compris du fonctionnement de ce système financier. Et comme j'avais une bonne maîtrise des rouages, je pouvais expliquer ça en étant chroniqueur au Monde, en donnant des cours, voilà, en étant invité à une chaire spécialement créée sur une critique de la finance à la VUB à Bruxelles et ainsi de suite. Mais là, la possibilité, voilà, je dirais de nouveau, me creuser les méninges sur des problèmes bon, qui paralysent un certain nombre de gens depuis pas mal de temps. C'est très intéressant. Ça permet, comment dire, ça me permet d'utiliser des neurones que je n'utilisais pas depuis un certain temps. Voilà, c'est pas du tout de l'actualité de la vie de tous les jours comme je fais d'habitude. Là, c'est vraiment une activité personnelle, mais si je l'ai fait essentiellement, c'est pour réfléchir devant vous et pour vous demander de commenter. Si vous avez déjà travaillé sur ce problème, voilà, je vais en dire des choses beaucoup plus précises que ce que j'ai dit aujourd'hui. Je vais tester aussi devant vous sur mon blog et dans les vidéos ce qui me semble être non seulement mon progrès, mais le progrès que je fais avec cette mathématicienne. Si je ne dis pas son nom, c'est parce que j'ai pensé à faire cette vidéo ce matin et je ne lui ai pas encore posé la question de savoir si elle veut que je mentionne son nom ou non. Ce n'est pas, c'est pas dans un désir de secret, c'est parce que je n'ai pas encore soulevé la question. Voilà, allez, à bientôt. Bon week-end.